Bonjour, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le corrigé d'un contrôle de fin de chapitre sur la dérivation au programme de première. On va voir des choses plus ou moins classiques, mais des choses qu'il faut savoir faire quand vous êtes en classe de première. Il faut donc s'entraîner et si vous n'y arrivez pas, il y a encore d'autres sujets qui sont disponibles sur le site ou directement sur la chaîne YouTube. Mais sur le site, vous aurez les sujets en PDF qui seront à côté, ce sera plus simple à suivre. On y va. Alors, cet exercice 1 est très important. Donc, on a une fonction f qui est définie et dérivable sur un intervalle, 1, 8, dont on connaît la courbe représentative. Ici, elle a été tracée dans le repère qui est là. On nous propose 4 courbes en dessous, et on nous dit que l'une d'entre elles correspond à la courbe représentative de f', la dérivée de la fonction f, qui avait été représentée ici. Donc, cet exercice repose sur une seule chose, ce qu'on va rappeler tout de suite. Quand on prend une fonction, par exemple, qu'on peut appeler f, eh bien cette fonction possède un signe. On peut étudier son signe, donc c'est savoir si la fonction est positive ou négative. Alors bien souvent, ça dépend de l'intervalle sur lequel on l'observe. Ou on peut aussi étudier ce qu'on appelle les variations, c'est-à-dire à savoir si f est croissante ou décroissante sur un intervalle donné. Tout est imaginable, c'est-à-dire qu'une fonction peut être positive et croissante sur un intervalle, elle peut aussi être négative et quand même croissante sur un intervalle, elle peut être positive et décroissante sur un intervalle ou négative et décroissante sur un intervalle. Donc on peut imaginer toutes les combinaisons. En gros, il n'y a pas vraiment de lien entre le signe et les variations dans le cas général. Cette fonction f, on peut la dériver. Ça nous donne une nouvelle fonction f', ça a beau être la dérivée de f, c'est une fonction à part entière, c'est-à-dire qu'elle a sa propre courbe représentative, elle a aussi son propre signe, donc elle peut être positive ou négative suivant l'intervalle sur lequel on l'observe. On peut avoir ici, elle peut aussi avoir ses propres variations, croissantes, décroissantes, suivant l'intervalle sur lequel on étudie cette fonction f'. Donc voilà, elle a ses propres caractéristiques puisque c'est également une fonction au même titre que f est une fonction. Le seul lien qui existe et que vous devez connaître, c'est le lien qui se trouve ici. C'est qu'en fait, eh bien, le signe de f' et les variations de f sont reliés. C'est la seule chose qui est reliée. Donc ça veut dire que si je connais les variations de f, je connais le signe de f', et si je connais le signe de f', je connais les variations de f. Alors vous, ce qui vous sert souvent dans les exercices, c'est on vous demande les variations d'une fonction, donc vous dérivez la fonction et vous étudiez le signe de la dérivée pour en déduire les variations. Nous, dans cet exercice, le graphique qu'on a sous les yeux, donc je vous le remets, c'est celui de la courbe représentative de f. Ça veut dire que nous, ce qu'on peut lire sur ce graphique, ce sont les informations pour la fonction f. Donc on peut lire sur le graphique le signe de f et on peut lire sur le graphique les variations de f. Le signe de f, il ne va pas nous servir ici, mais c'est facile à voir. Vous voyez, la courbe est entièrement tracée en dessous de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que la fonction f est négative sur l'intervalle 1, 8. Mais on s'en moque, puisque nous, ce qui va nous renseigner sur la fonction dérivée, ce n'est pas le signe de f qui n'a aucun lien avec la fonction dérivée, mais ce sont les variations de f. Donc on va observer les variations de f et on se rend compte que f ici semble décroissante sur l'intervalle 1, 3. Ensuite, la courbe représentative ici, c'est la courbe représentative d'une fonction croissante sur l'intervalle 3, 6, puis une fonction décroissante sur l'intervalle 6, 8. Donc en gros, on cherche, ici on observe une fonction qui est décroissante sur 1, 3, croissante sur 3, 6, décroissante sur 6, 8. Donc on connaît les variations de f. Les variations de f, lorsque f est croissante, eh bien, le signe de f' est positif, et lorsque f est décroissante, le signe est négatif. Donc nous, on cherche une fonction qui était décroissante sur 1, 3, croissante sur 3, 6, décroissante sur 6, 8. Donc, je cherche une fonction qui a un signe négatif sur 1, 3, positif sur 3, 6, négatif sur 6, 8. Je vais observer ça parmi les courbes qui sont là. Je cherche une fonction qui est négative sur 1, 3, positive sur 3, 6, négative sur 6, 8. Bon, bah ici, j'ai pas le choix. Ça peut pas être la C, puisque la C, vous voyez, elle est toujours positive, la fonction qui est associée à cette courbe, puisque la courbe est entièrement tracée au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça voudrait dire que la dérivée serait toujours positive. On vient de dire que non.
Celle-là, ça ne va pas parce que la dérivée serait positive sur un 3, négative sur 3, 6, positive sur 6, 8. Nous, on cherche exactement le contraire. Donc, en réalité, ça va être la courbe A, c'est-à-dire négative sur un 3, positive sur 3, 6, négative sur 6, 8. Alors, ne vous laissez pas avoir. Ce qui nous intéresse pour la courbe représentative de f', c'est le signe. Ce ne sont pas les variations. Donc, vous ne laissez pas avoir en disant « Ah oui, mais regardez, ici, en fait, sur 1, 4,5, la fonction ici, elle est croissante. » Oui, mais si vous dites ça, vous êtes en train de parler des variations de f'. Et ça, on s'en moque, ça n'a aucun lien avec ce qu'on peut lire sur la courbe de f, c'est-à-dire le signe de f et les variations de f. Donc, la seule chose qui nous intéresse sur la courbe, les courbes qui nous sont proposées, c'est est-ce que les courbes sont au-dessus de l'axe des abscisses ou est-ce qu'elles sont en dessous, puisque c'est ça qui nous donne le signe. Donc voilà, donc on a répondu, c'est courbe A, puisqu'elle est négative, elle représente une fonction négative sur un 3, positive sur 3, 6, négative sur 6, 8. Alors, comment on rédige ça? Bon, on va dire d'après la courbe représentative de f, donc d'après CF, eh bien f semble décroissante sur l'intervalle 1, 3, croissante sur l'intervalle 3, 6, et enfin décroissante sur l'intervalle 6, 8. Je cherche donc une dérivée qui sera négative sur 1, 3, positive sur 3, 6 et négative sur 6, 8. Seule la courbe A convient. Voilà pour la rédaction de cet exercice. On passe tout de suite à l'exercice 2. Alors dans l'exercice 2, qui est plutôt porté sur les équations de tangente, donc on a une fonction f qui est définie sur R, puisqu'elle est définie pour tout réel x par cette expression f de x égale x au carré moins 6x plus 16. On note C, sa courbe représentative dans un repère orthonormé, et T4, la tangente AC au point d'abscisse petit 4. Première question, déterminer une expression de f', la fonction dérivée de f sur R. Alors pour rédiger ce genre de réponse, on commence par réécrire ce qui définit la fonction f. C'est que pour tout x appartenant à R, l'image de x sera calculée par cette expression x au carré moins 6x plus 16. Alors ici, on est face à un polynôme du second degré. Donc on peut dériver n'importe quel polynôme de n'importe quel degré. Donc on va préciser. F est dérivable sur R en tant que fonction polynomiale. Alors, en première, vous n'êtes pas non plus obligé de justifier à chaque fois pourquoi c'est dérivable. Mais quand c'est une fonction polynomiale, faut juste dire que voilà, ça fait partie de la famille des fonctions polynomiales et que toutes les fonctions polynomiales de cette famille, sont bien dérivables sur leurs ensembles de définitions. Donc, en tant que fonction polynomiale, et pour tout x appartenant à R, on va donner une expression de la dérivée. Donc, f' de x est égal à... Donc, ici, pour dériver cette fonction polynomiale, on l'a déjà vu plusieurs fois dans d'autres vidéos, on se demande quelle est l'opération principale. Donc, c'est soustraction, addition. Donc, on va dériver chaque terme dans son coin et on va remettre les mêmes opérations. Donc, dérivée d'x au carré, c'est 2x. Moins dérivée de 6x, donc 6x c'est une multiplication, mais dans le facteur 6, il n'y a pas la variable, donc c'est de la forme lambda fois u, donc on recopie lambda et on dérive u, donc ici on dérive x qui nous donne 1. Donc finalement on obtient 2x moins 6, puisque 16 étant une constante, lorsqu'on dérive, on trouve 0. Donc voilà pour l'expression de f'. Ça nous amène donc à la question 2, qui est montrer que la tangente T4 a pour équation y égale 2x. Alors pour rédiger ça, on répète le cours, on récite le cours. Donc T4 a pour équation. Dans le cours, on nous dit que la forme de l'équation, c'est y égale f' de l'abscisse du point où vous regardez la tangente. Donc T4, on a dit que c'était la tangente au point de la courbe d'abscisse 4. Donc c'est f' de 4 fois x moins 4 plus f de 4. Voilà. Tous les a de votre cours sont remplacés par des 4. Formule extrêmement importante. Cette équation est donc équivalente à, on va faire un petit calcul, y égale f' de 4. Donc on reprend l'expression de f' qu'on vient de trouver. En remplaçant x par 4, on obtient donc 2 fois 4 moins 6. Donc ça c'est f' de 4. Qu'on va multiplier par x moins 4. Alors attention, je fais exprès de faire une erreur ici. Si j'écris ça comme ça, seul le 6 va être multiplié par x moins 4.
C'est pas ce qu'on veut. On veut que tout f' de 4 soit multiplié par x-4. Donc on veut que le résultat de ce calcul soit multiplié par x-4. Ça m'oblige à mettre des parenthèses ici. Ensuite, j'ai plus f de 4. Et donc f de 4, c'est f de x dans lequel je remplace x par 4. C'est donc 4 au carré moins 6 fois 4 plus 16. Je vérifie que vous voyez tout. Oui, vous voyez tout, vous voyez bien le plus 16. Ensuite, on prend son temps pour faire les calculs. Je vous déconseille d'aller trop vite dans les calculs. C'est un coup à se tromper et à perdre des points bêtement. Donc, cette équation est équivalente à celle qu'on va marquer maintenant. Donc ici, ne cherchez pas à faire de la double distributivité. 2 fois 4 moins 6, on peut le calculer. 2 fois 4, ça fait 8, moins 6, ça fait 2. Donc ça nous donne 2 facteurs de x moins 4, plus 4 au carré, ça fait 16, moins 4 fois 6, 4 fois 6, ça fait 24, plus à nouveau 16. C'est équivalent à y égale, on va développer 2x moins 2 fois 4, donc moins 8. Ensuite, ici, on a 16 plus 16, ça fait 32. 32 moins 24, eh bien, ça donne 8. Donc, plus 8. Et donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, moins 8 plus 8 donne 0. Donc, y égale 2x est une équation de la tangente T4. Voilà, c'est ce qu'il fallait montrer dans cette question. On peut passer à la suivante. Dans la question suivante, et qui est d'ailleurs la dernière question de cet exercice, on me demande d'étudier les positions relatives des courbes C et T4. Donc de la courbe représentative de f et de sa tangente au point d'abscisse 4. Alors tout d'abord, petit rappel sur la méthode. Quand on veut étudier la position relative de deux courbes, en fait, on se demande, eh bien, si on a une courbe représentative d'une fonction f et d'une fonction g, on se demande qui de la courbe CF ou CG est au-dessus de l'autre. Alors de temps en temps, ça peut s'intervertir en cours de route. Là, sur le graphique que je fais, eh bien, la courbe CF, sur l'intervalle que je considère, que je pourrais appeler ici l'intervalle AB, eh bien, sur l'intervalle AB, la courbe représentative de F est au-dessus de la courbe représentative de G. Alors, elle pourrait très bien être le contraire. Alors, comment on fait pour savoir qui de CF ou de CG est au-dessus de l'autre? Eh bien, on va prendre un X dans l'intervalle et on va regarder si l'image de X par la fonction G est plus grande ou plus petite que l'image de X par la fonction F. Vous voyez, si jamais f de x est plus grand que g de x, eh bien, ça veut dire que la courbe représentative de f à l'abscisse x, eh bien, elle est au-dessus de la courbe représentative de g. Donc, ici, en fait, on va chercher pour n'importe quel x de l'intervalle AB, eh bien, quand est-ce que f de x est supérieur à g de x. Ça nous dira quand est-ce que la courbe CF est au-dessus de CG. Puis le reste du temps, ce sera le contraire, du coup. Alors, pour savoir qui de f de x ou de g de x est le plus grand, eh bien, on va les soustraire. On va calculer f de x moins g de x. Et oui, parce que si jamais je trouve que cette différence est positive, eh bien, ça veut dire que f de x est plus grand que g de x. Alors, soit vous le voyez en transposant g de x de l'autre côté, vous aurez f de x supérieur à g de x, soit vous réfléchissez en vous disant, quand je fais la différence entre deux nombres, si le résultat est positif, c'est que le premier nombre était plus grand que ce que je lui ai retiré. Et au contraire, si jamais f de x moins g de x eh bien, est négatif, eh bien, ça veut dire que ce que je retirais était plus grand que ce que j'avais au départ. Donc, ça veut dire que g sera supérieur à f. G de x, sera supérieur à f de x. Et donc, ça voudra dire que c'est la courbe représentative de G qui est au-dessus de la courbe représentative de F. Voilà pour le point méthode. On se lance. Alors, pour nous, les fonctions F et G, alors G, en fait, c'est la fonction affine qui représente la tangente, eh bien, elles sont définies sur R. Donc, on va calculer F de x moins, alors, l'expression de la fonction qui est reliée à la tangente. La tangente, elle a pour équation y égale 2x. Elle représente donc une fonction g qui aurait pour expression g de x égale 2x.
Donc en fait, je vais retirer f de x, g de x, mais comme je n'ai pas nommé g de x dans l'exercice, eh bien je vais directement écrire 2x. Donc je calcule f de x moins 2x. Et je regarde eh bien, ce que ça vaut en fonction de x. F de x, son expression à f, c'est x au carré moins 6x plus 16. À cela, je retire 2x, ce qui donne, si je réduis, x au carré moins 8x plus 16. Je fais un peu de place sur mon tableau. Hop, c'est magique, ça disparaît. Et donc, je m'intéresse à savoir, est-ce que f de x moins g de x, que je n'ai pas nommé g de x, donc f de x moins 2x, eh bien, est positif ou et quand est-ce que c'est négatif? J'observe que f de x moins 2x est un polynôme du second degré. Je sais déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Je l'ai appris dans le tout premier chapitre de première. Je l'applique donc. Donc, je dis que x au carré moins 8x plus 16 est un polynôme du second degré, avec les notations que j'ai introduites, donc a qui vaut 1, b qui vaut moins 8, c qui vaut 16. Dans ma tête, je sais que ce sont les coefficients qui se trouvent devant x au carré, x et le terme constant. Son discriminant delta est, donc delta égale b carré moins 4ac. Alors, j'ai le droit de réciter la formule, puisque j'ai dit qui était a, qui était b, qui était c pour moi, hein. Ou vous pouvez directement l'appliquer. Ça donne donc moins 8 au carré moins 4 fois 1 fois 16. Et vous allez trouver que c'est égal à 0. Alors voilà, ici, on tombe dans une situation où le discriminant vaut 0. Alors ça veut dire en général, si vous trouvez que le discriminant vaut 0, c'est que vous avez raté un petit quelque chose au départ. Mais j'ai fait comme vous faites la plupart du temps, c'est-à-dire passer par la méthode qui utilise le discriminant du polynôme. Donc on va aller au bout avec cette méthode. Éventuellement, après, on verra comment on aurait pu faire. Du coup, si le discriminant vaut 0, eh bien c'est que le polynôme admet une unique racine double. Donc on le dit dans notre rédaction, x au carré moins 8x plus 16 admet une unique racine réelle. Hop, la notation, vous l'appelez x0 ou x1, comme vous voulez. Donc, on réutilise les notations qu'on a introduites tout à l'heure. Donc, c'est moins b sur 2a, ce qui vaut, du coup, moins 8 sur 2 fois 1, ce qui vaut 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Donc, finalement, ce polynôme a comme unique racine 4. Voilà. Alors, tout ça, on aurait pu éviter d'utiliser ça en repérant simplement, de manière générale, quand vous trouvez un discriminant égal à 0, c'est que vous avez raté une identité remarquable ici. En fait, on peut remarquer, je mets ça entre parenthèses, que x au carré moins 8x plus 16, en réalité, ça donne x au carré moins 2 fois 4 fois x plus 4 au carré. Et ça, j'ai dit x, j'ai écrit 8. Hop, et bien ça, c'est une identité remarquable. C'est a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc en réalité, si vous repérez dès le début que ça, c'est égal à x moins 4 le tout au carré, voilà, ça c'est la parenthèse qui ferme ici. Donc que ce polynôme en fait vaut x moins 4 le tout au carré, eh bien vous avez déjà le signe de ce polynôme. Vous allez dire, c'est un carré, donc c'est supérieur ou égal à 0. Et c'est égal à 0 quand x vaut 4. Ça peut aller plus vite. Bon, nous on continue avec notre méthode. Du coup, donc j'ai plus de place sur mon tableau, donc je vais effacer, je vais redémarrer en haut. Donc si j'ai trouvé que mon polynôme avait une unique racine, après ce qui me donne le signe du polynôme, eh bien c'est le signe du coefficient dominant. Alors le coefficient dominant que j'ai appelé A tout à l'heure, il est strictement positif, ce qui veut dire que la parabole est ouverte vers le haut, et donc on a prouvé qu'il y avait une seule racine, c'est-à-dire qu'en fait, la parabole coupe l'axe des abscisses en un seul point ici, qui a pour abscisse 4. Donc finalement, ici, je peux établir le tableau de signes du polynôme du second degré. Donc, sur moins l'infini plus l'infini, eh bien, on voit qu'il s'annule en 4. 4, c'était l'unique racine. Et eh bien, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses tout le temps, donc ce sera positif et positif pour le signe du polynôme du second degré. Alors j'efface ça,
Pas qu'on pense que ça vient après, hein, c'était là avant. Et donc, on a trouvé le signe du polynôme. Alors, on se rappelle hein, que le polynôme, en fait, c'était f de x moins 2x. Donc, en fait, on a trouvé le signe de f de x moins 2x. Donc, pour tout x appartenant à R, eh bien, f de x moins 2x est supérieur ou égal à 0. Alors, si vous voulez, vous pouvez distinguer. Hein. Ici, vous pourriez dire, bah, sur moins l'infini 4, ouvert en 4, c'est strictement positif. Sur 4 plus l'infini ouvert en 4, c'est strictement positif. Et puis, finalement, ça vaut 0 que en 4. C'est comme vous voulez. Après, quand on parle de position relative de courbe, eh bien, on peut considérer que quand la différence vaut 0, c'est-à-dire que les deux courbes se coupent, eh bien, finalement, on peut considérer qu'en ce point-là, eh bien, celle qu'on souhaite est au-dessus de celle qu'on souhaite. Voilà. Donc, vous choisissez. On peut dire que l'une est au-dessus de l'autre, l'une est en dessous de l'autre. Peu importe. Quand on est sur le point d'intersection, on peut inclure dans les deux cas. Donc, ici, je peux simplement dire f de x moins 2x est toujours positif. Donc, f de x est supérieur à 2x, ce qui veut dire que la courbe représentative de f est au-dessus de sa tangente. Voilà. Donc, sur R, CF est au-dessus de T4. Alors, attention, on pourrait avoir tendance à dire CF est supérieur à T4. Non. Quand vous dites supérieur ou inférieur, eh bien, vous êtes sur une considération, sur un vocabulaire de fonction, d'image. Là, ici, on est sur un vocabulaire graphique. On a une courbe qui est au-dessus d'une autre courbe. Bon, et bien voilà, on a fini cet exercice 2. On passe au dernier exercice de cette évaluation, l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, par quoi commence-t-on? Alors, partie A, étude d'une fonction auxiliaire. Donc, une fonction auxiliaire, un petit rappel. Auxiliaire, ça veut dire au service de. Ça veut dire que c'est une fonction qui va être au service d'une autre fonction qui va apparaître plus tard dans l'exercice. Donc, soit P, la fonction polynomiale définie pour tout réel x de l'intervalle moins 1, 4 par P de x égale 2x au cube moins 3x au carré moins 1. Polynôme du troisième degré. Donc, vous pouvez oublier tout ce qu'on vient de faire dans l'exercice 2 là, sur les polynômes du second degré parce que ici, c'est un polynôme du troisième degré. Donc, la théorie ne s'applique pas à lui. Déterminer une expression de P', la fonction dérivée de P sur moins 1, 4. Alors, pour tout x appartenant à moins 1, 4, P de x égale 2x au cube moins 3x au carré moins 1. Donc, toujours pareil, je vais dériver. Donc, je vais dire que la fonction P est dérivable tout simplement parce qu'elle fait partie de la famille des fonctions polynomiales et qu'elles sont toutes dérivables sur l'intervalle qu'on considère. Donc, voilà, P est dérivable sur moins 1, 4 en tant que fonction polynomial. Alors, si vous ne le mettez pas, c'est pas grave. Vous êtes en première, on tolère que vous ne mettiez pas ça. Et du coup, pour tout x, il va falloir maintenant, donc pour tout x appartenant à moins 1, 4, il va falloir déterminer une expression de P'. Donc, P' de x, on repère la fonction P, son expression est définie ici par des soustractions. Donc, on va dériver terme à terme. Pour dériver 2x au cube, on se dit, ah oui, dans 2x au cube, il y a une multiplication, sauf que dans le facteur de gauche, eh bien, il n'y a pas la variable. Donc finalement, c'est de la forme une constante fois une fonction. Et dans ce cas-là, on recopie la constante et on dérive la fonction. Dérivée de x au cube, 3x au carré. Ensuite, pour le terme 3x au carré, pareil, opération là-dedans, c'est multiplication, mais entre une constante et une fonction, on recopie la constante, on dérive la fonction. Ici, on a une simple constante, donc ce n'est pas pareil que pour les autres. Hein. Dérivée d'une constante, c'est 0. On obtient donc comme expression pour la dérivée 6x au carré moins 6x. Voilà. Pardon. Alors, petit réflexe que vous pouvez avoir. Si vous pouvez essayer de factoriser les expressions des dérivées que vous obtenez. Parce que la plupart du temps, vous allez chercher à étudier le signe derrière. Donc moi, je vais factoriser tout de suite parce que de toute façon, je vais être obligé de le faire après sinon. Ici, qu'est-ce que je peux repérer? J'ai un polynôme du second degré. Ok, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas de terme constant, donc je peux factoriser par x. Je peux même factoriser par mieux que ça. Je peux factoriser par 6x. Alors, 6x au carré. 6x au carré, hein, c'est 6 fois x fois x. Donc si je factorise par 6x au carré, eh bien, il va me rester x dans la parenthèse. Et moins 6x, moins 6x, eh bien, c'est moins 6x fois 1.
Donc si je factorise par 6x, il va me rester moins 1. Donc j'obtiens comme factorisation 6x facteur de x moins 1. Voilà, donc j'ai fait un tout petit peu plus que ce qui m'était demandé, qui était de trouver une expression de P'. J'ai fait un peu mieux. J'ai même factorisé cette expression parce que je me doute que ça va me servir pour plus tard. On passe donc à la question suivante, qui est la question 2. Dans la question 2, on me dit étudier le signe de P', voilà, sur moins 1, 4, et montrer que le tableau de variation de la fonction P, c'est celui-là. Donc en gros, on me demande de faire le tableau de variation, de trouver les variations de la fonction P, et pourquoi on me donne le tableau, ça peut paraître un petit peu bizarre, c'est tout simplement pour que je puisse continuer l'exercice si jamais je n'arrive pas à le trouver. Parce que si je ne le mets pas dans l'énoncé, eh bien, si vous tombez sur le mauvais tableau de variation pour P, eh bien, derrière, vous ne pourrez pas faire la suite, je ne pourrai pas vous évaluer sur ces compétences-là. Alors moi, ça m'intéresse de vous évaluer sur plusieurs compétences, pas simplement savoir si vous savez faire un tableau de variation. Donc, je vous donne la réponse. Par contre, je vous demande de montrer que c'est bien le tableau de variation de P. Donc, finalement, il faut faire comme si vous n'aviez pas la réponse. Alors, je vais effacer tout ça. Je vais conserver simplement l'expression de la dérivée, puisque c'est ça qui m'intéresse pour trouver les variations de P. C'est le signe de P' de x. Alors, pour étudier ce signe, peut-être que vous avez pas factorisé et peut-être que vous avez utilisé le discriminant du polynôme en disant il y a le discriminant qui est, vous le calculez, vous trouvez qu'il est positif, vous trouvez qu'il y a deux racines et vous allez trouver que les racines sont 0 et 1 et vous pourrez faire le tableau de signes du polynôme du second degré. Soit ici vous avez factorisé et dans ce cas-là on va trouver les racines facilement, c'est-à-dire pour trouver le signe de quelque chose de factorisé, tout simplement on peut trouver le signe du premier facteur, le signe du deuxième facteur, et mettre tout ça dans un tableau de signes. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Ça va me faire gagner un tout petit peu de temps. Donc j'ai commencé à dresser ce tableau de signes pour la dérivée. Donc j'explique un petit peu comment on fait. On voit qu'il y a deux facteurs dans cette dérivée qui est factorisée. Donc je mets une ligne pour chaque facteur. Et ensuite, je vais mettre une ligne pour le produit des deux facteurs. Donc 6x fois x moins 1, que je peux aussi noter P' de x. Voilà. Et une fois que j'aurai le signe de P' de x, je pourrai en déduire les variations de P. Voilà, alors sur quel intervalle est-ce que j'étudie tout ça? J'étudie tout ça sur l'intervalle moins 1, 4. Alors il va falloir que je remplisse ce tableau, et il va falloir que je justifie à chaque fois ce que je fais. Donc ici, à côté du tableau, je fais un trait qui ne veut pas dire que c'est un trait du tableau. En fait, c'est comme si j'écrivais en dessous de mon tableau sur le reste de ma page. Je vais chercher à étudier les signes à chaque fois. Alors, pour savoir ici les signes que je mets dans la ligne 6x, je peux résoudre l'équation 6x plus grand que 0 pour savoir quand est-ce que 6x est positif. 6x est positif si et seulement si, x est supérieur à 0 divisé par 6, c'est-à-dire x est supérieur à 0. Donc ça, c'est assez logique. 6 fois un nombre, c'est positif si le nombre était positif. Voilà. Ensuite, on peut... Donc ça veut dire qu'on sait là où on mettra les plus dans la ligne de 6x, ce sera pour les x plus grands que 0. Maintenant, il faudrait savoir quand est-ce qu'on met 0 dans cette ligne. Et donc, 6x égale 0, si et seulement si x égale 0. Donc, je sais déjà que je vais avoir ici, dans les valeurs à mettre, 0. Et que du coup, si x vaut 0, 6x vaut 0. C'est ce qui est marqué là. 6x vaut 0, 6x vaut 0. Et je sais que si x est positif, donc entre 0 et 4, 6x sera positif. Donc ici, je vais avoir un plus. Et ici, je vais avoir un moins. Effectivement, si je prends x entre moins 1 et 0, le calcul 6x va bien donner un résultat négatif, puisque x aura apporté un signe moins dans le calcul. Et si x est entre 0 et 4, 6x donnera un résultat toujours positif, puisque 6 fois un nombre positif, c'est positif. Voilà. Donc, rien d'extrêmement compliqué ici. Pour la ligne, signe de x moins 1. Donc, x moins 1, on peut étudier quand est-ce qu'on va avoir un signe plus dans cette ligne. Donc, quand est-ce que x moins 1 donne un résultat positif? C'est équivalent à dire que x
est strictement plus grand que 1. Quand est-ce que ça donne un résultat égal à 0? Eh bien, c'est quand x vaut pile 1. Alors, à chaque fois, on pourrait faire quand est-ce que x moins 1 donne un résultat, par exemple, négatif. Mais à partir du moment où vous savez là où vous mettez le plus et là où vous mettez le 0, c'est-à-dire que le moins, il ira dans le dernier endroit qui va vous rester. Donc, pas besoin de faire la dernière inéquation. Donc, x moins 1, quand x vaut 1, ça vaut 0. Alors, vous observerez que j'ai un peu triché, hein. Je savais à l'avance que c'était 0 et 1 les valeurs à mettre. C'est pour ça que j'avais mis 0 légèrement à gauche pour laisser de la place à droite. Donc, vous, quand vous ne savez pas, en fait, il faut faire tout ça avant de remplir vos lignes. Ici, quand x moins 1, x moins 1 est positif si et seulement si x est supérieur à 1. Donc, si x est supérieur à 1, on vient de dire que c'était positif, ce qui sous-entend que c'est négatif sinon. Du coup, quand je vais multiplier 6x avec x moins 1, puisque c'est ce que je fais ici, si x est entre moins 1 et 0, 6x est négatif, x moins 1 est aussi négatif. Si je multiplie les deux, j'obtiens un résultat positif. Si x vaut 0, 6x vaut 0, x moins 1 est négatif, et donc je vais obtenir un résultat nul. Si x est entre 0 et 1, 6x est positif, x moins 1 est négatif, et donc le produit des deux, ça va être négatif. Si x vaut 1, on va avoir 6x qui est positif, x moins 1 qui vaut 0, donc le produit des deux va être égal à 0. Et si x est sur l'intervalle 1, 4, 6x est positif, x moins 1 est positif, donc le produit des deux sera positif. Du coup, maintenant que j'ai le signe de la dérivée, je peux en déduire les variations de la fonction. Donc, lorsque la dérivée est positive, eh bien, ça veut dire, est strictement positive, eh bien, ça veut dire que la fonction associée est strictement croissante. Si la dérivée est strictement négative, c'est que la fonction associée est strictement décroissante. Et si, à nouveau, la dérivée est positive, c'est-à-dire que la fonction est à nouveau croissante. Alors, ce n'est pas terminé, hein, je vous rappelle, dans ce qu'on devait démontrer au niveau du tableau de variation. Il y a plusieurs choses. Certes, les flèches, donc ça c'est bon, hein. Croissant, décroissant, croissant. Donc, croissant, décroissant, croissant. Mais maintenant, il me reste à justifier chacune des images ici. L'image de moins 6, l'image de moins 1, l'image de moins 2, l'image de moins 1 qui vaut moins 6, l'image de 0 qui vaut moins 1, l'image de 1 qui vaut moins 2, l'image de 4 qui vaut 79. Alors, il y a un petit peu de calcul, hein. Vous voyez, il y a 4 images à calculer, donc je vais effacer ici, mais vous, normalement, soit vous mettez sur le côté du tableau, soit vous continuez en dessous. Dans tous les cas, il faut que vos calculs apparaissent. Il faut montrer comment vous avez calculé ces images. Donc pour avoir P de moins 1, on reprend l'expression de P. Donc P de x était égal à 2x au cube moins 3x au carré moins 1. Donc P de moins 1, ça fait 2 fois moins 1 au cube. Ça, c'est le 2x au cube. Moins 3x au carré, donc moins 3 fois moins 1 au carré. Et le moins 1 qui traînait derrière. Est-ce que vous voyez tout? Oui, je décale quand même un tout petit peu. Voilà. Et donc, on fait ce calcul. Donc, 2 fois moins 1 au cube. Alors, moins 1 au cube, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc, ça vaut moins 1. Donc, ça va faire moins 2. Ici, moins 3 fois. Alors, moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Donc, ça fait 1. Donc, ça fait moins 3. Donc, finalement, ça fait moins 2, moins 3. On est à moins 5. On retire encore 1, moins 6. Alors, bien entendu, vous pouvez utiliser votre calculatrice ici pour faire ces calculs-là, si jamais vous n'êtes pas très à l'aise. Maintenant, entraînez-vous aussi un petit peu à calculer de tête, ça peut être pas mal. Donc ici, on a bien moins 6. Ensuite, on justifie P de 0. P de 0, c'est donc 2 fois 0 au cube, moins 3 fois 0 au carré, moins 1. 2 fois 0 au cube, ça fait 0. 3 fois 0 au carré, ça fait 0. On obtient donc moins 1. Hop! Image de 1. Image de 1, c'est P de 1. P de 1, c'est donc 2 fois 1 au cube, moins 3 fois 1 au carré, moins 1. On obtient donc 2, moins 3, moins 1. On obtient donc moins 2. Hop. Dernier calcul, P de 4. Image de 4, c'est donc 2 fois 4 au cube,
moins 3 fois 4 au carré moins 1. Et si on fait ce calcul, on trouve 79. Et on a donc bien construit entièrement le tableau de variation de P, ce qui veut dire qu'on a bien justifié toutes les données qui étaient dans ce tableau de variation ici. On va donc pouvoir passer à la question suivante, qui est la question 3. Alors, pour la question 3, on nous dit montrer qu'il existe un unique réel alpha sur moins 1, 4, tel que P de alpha est égal à 0. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un réel sur l'intervalle moins 1, 4 qui a pour image 0 par la fonction P. Alors ça, en soi, ça s'observe très très bien et très rapidement sur un tableau de variation, puisque du coup, on cherche un réel entre moins 1 et 4, donc on cherche une valeur de x pour qui l'image vaut 0. Alors on se rend compte que sur moins 1, 1, eh bien, grâce au tableau de variation, on voit que les images partent de moins 6, elles augmentent, puis elles rediminuent. Donc en fait, P de x prend comme valeur maximale moins 1 sur l'intervalle moins 1, 1. Donc si la valeur maximale vaut moins 1, ça veut dire qu'en fait, la valeur maximale est strictement négative. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun x entre moins 1 et 1 qui a pour image 0, puisque toutes les images sont strictement négatives. Par contre, sur un 4, on voit que les images, l'image de 1, c'est moins 2, et que l'image de 4, c'est 79. Donc, on va avoir un réel entre 1 et 4 pour qui l'image va être égale à 0, puisque 0 est une valeur entre moins 2 et 79. Donc, on va rédiger ça. Donc, on garde notre tableau en parallèle. Sur moins 1, 1, sur moins 1, 1, P a pour maximum moins 1. Donc, P a pour maximum moins 1. C'est-à-dire qu'en fait, que pour tout x appartenant à moins 1, 1, P de x est inférieur ou égal à moins 1. Donc, ça veut dire que P de x n'est jamais égal à 0 pour tout x appartenant à moins 1, 1. Donc, vous pouvez le signifier ici en rajoutant que moins 1 est strictement négatif. Et donc, soit vous dites que pour tout x appartenant à moins 1, 1, P de x est différent de 0, soit vous dites de la manière suivante, vous dites qu'en fait, si on recherche x tel que P de x soit égal à 0, c'est-à-dire si on cherche à résoudre cette équation, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de x qui convienne sur l'intervalle moins 1. Moi, je vais plutôt rédiger comme ça. Donc, P de x égale 0 n'a pas de solution sur moins 1, 1. Voilà. Ensuite, on regarde sur l'intervalle 1, 4. Donc, toujours pareil, on garde notre tableau de variation à côté de nous. Sur l'intervalle 1, 4, on voit que P est strictement croissante sur 1, 4. Donc, P est strictement croissante. Et ensuite, on va parler des images. Alors, on va parler du fait que P de 1 vaut moins 2. Et que P de 4 vaut 79. Or, nous, on cherche un x qui aurait pour image 0. Donc, je vais dire que 0, c'est entre l'image moins 2 et l'image 79. Donc, je vais dire, or, 0 appartient à l'intervalle moins 2, 79. Et donc, je peux en conclure que 0 possède bien un antécédent, c'est-à-dire que là, l'équation P de x égale 0 admet bien une unique solution à une unique solution sur un 4. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est unique ? Parce qu'en fait, ici, dire que l'image de 1, c'est moins 2 et l'image de 4, c'est 79,
En soi, ça ne veut pas dire que, eh bien, il n'y a qu'un seul x entre 1 et 4 qui a pour image 0. Mais comme elle est strictement croissante, eh bien là, ça veut dire qu'en fait, une fois qu'il y a eu un x qui a eu pour image 0, bah, les suivants ne peuvent plus avoir comme image 0 puisqu'elle est strictement croissante. Donc ça nous assure bien, la stricte croissance nous assure bien que cette solution est unique. Bon, et bien, conclusion de tout ça. Eh bien, la conclusion, c'est que sur moins 1, il n'y avait pas de x qui avait pour image 0. Et sur un 4, il y en a un seul qui a pour image 0. Donc la conclusion, c'est que sur l'intervalle moins 1, 4, eh bien, soit vous pouvez conclure en disant que P de x égale 0 a une unique solution, soit vous reprenez en utilisant la phrase de l'énoncé, il existe un unique réel alpha tel que P de alpha égale 0. Voilà. Donc moi, j'ai rédigé en reprenant la phrase de l'énoncé. C'est toujours plus pratique de prendre la phrase de l'énoncé. Au moins, on est sûr qu'elle est formulée correctement. On passe donc ça c'était la question 3 petit a. On passe donc à la question 3 petit b. Alors la question 3 petit b, eh bien, ça va être de trouver une valeur approchée de ce réel alpha. Alors, pour cette question-là, j'ai redressé le tableau de variation de P, mais en réalité, on n'est pas obligé. Là, c'est juste pour expliquer, sinon je ne le mettrai pas dans ma rédaction. Ici, on a trouvé l'existence d'un réel alpha sur intervalle 1,4, qui se situe sur intervalle 1,4 et qui a pour image 0 par la fonction P. On veut trouver un encadrement de alpha. Donc, pour l'instant, on a une valeur approchée de alpha à un chiffre après la virgule. Pour l'instant, je sais simplement que alpha est entre 1 et 4. Donc je vais utiliser ma calculatrice et puis je vais affiner un petit peu tout ça pour trouver une valeur approchée de alpha. Donc je vous montre la question quand même. Donc c'est ça, donner une valeur approchée de alpha à 10 moins 1 près. Donc 10 moins 1 près, le moins 1 signifie que, eh bien, on veut à un chiffre après la virgule. Si vous avez 10 moins 2, c'est à 2 chiffres après la virgule et ainsi de suite. On prend la calculatrice. Alors voilà, donc je vais faire la démonstration avec Numworks. Du coup, eh bien, on va d'abord commencer par aller pour tracer la fonction. Hop, on va ajouter un élément, on va ajouter l'expression de la fonction qu'on veut tracer. Donc nous, c'est donc f de x égale, on veut une expression en fonction de x. Voilà, et donc maintenant, on va modifier cette expression. Donc, on reprend l'expression de P de x, qui était 2x au cube. Hop, alors c'est pas très pratique pour moi de taper là-dessus, donc je vais le faire hors caméra. Voilà, donc j'ai tapé l'expression 2x au cube moins 3x au carré moins 1. Donc la calculatrice me dit que c'est f de x, mais nous on sait que c'est P de x dans notre tête. J'appuie sur exécuter, ça me l'affiche ici, et désormais je peux aller voir le graphique et le tableau de valeurs. Donc je vais faire la technique à l'ancienne, c'est-à-dire la technique d'encadrement ici. Donc je vais aller dans tableau, voilà, et je m'aperçois que j'ai les images de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors déjà j'ai confirmation, moi je recherche un alpha qui est entre 1 et 4, donc je cherche un nombre entre 1 et 4 qui a pour image 0. Donc forcément pour 1, je vais voir que l'image c'est moins 2, que pour 4, l'image c'est 79. Donc vous voyez, c'est ici. Pour 1, l'image c'est bien moins 2. Pour 4, c'est bien 79. Et je vais voir que petit à petit, plus x augmente entre 1 et 4, plus les images augmentent également. Donc au début, elles vont être négatives. Et puis à un moment, au moment où les x vont dépasser alpha, les images vont devenir positives. Donc moi, je recherche ce moment-là. Et donc, je vois ici qu'au début, pour 0 et pour 1, donc pour 1, l'image est négative, et que quand je passe à 2, l'image est positive. Donc, ça veut dire que 2, il se trouve ici à droite de alpha. Puisque l'image de 2 est déjà positive, ça veut dire qu'entre 1 et 2, les images sont passées d'un nombre négatif à un nombre positif. Ça veut dire que le x qui a pour image 0, c'est-à-dire alpha, c'est alpha qui a pour image 0, il est entre 1 et 2. Donc en fait, dans ma tête, le 2, il est par là. Puisque 2, si je regarde ici, 2 a pour image
3. Donc ça veut dire que 2 a pour image 3, c'est-à-dire que le alpha que je cherche, il est entre 1 et 2. Du coup, je vais affiner, puisque je veux une valeur approchée à 10 moins 1, à un chiffre après la virgule. Pour affiner, je vais sur régler l'intervalle. Hop, je sélectionne, on me demande début de l'intervalle. Donc moi, je sais que alpha, il est entre 1 et 2, donc début de l'intervalle 1, fin de l'intervalle 2. Donc début de l'intervalle, ici, je vais dire 1. Fin de l'intervalle, 2. Et le pas, alors le pas, c'est de combien en combien vous allez avancer pour vos images. Moi, je veux l'image de nombre, je vais faire évoluer de 0,1 en 0,1. Comme ça, je vais avoir l'image de 1, l'image de 1,1, l'image de 1,2, etc. Et je vais pouvoir affiner. Donc le pas, je vais dire que je veux que ce soit 0,1. Et je valide. Et là, je m'aperçois en observant les images que 1 a une image négative, 1,1 a aussi une image négative, 1,2 aussi, etc. Donc je descends. Je vous rappelle que je veux repérer quand est-ce que l'image devient positive. Et donc je m'aperçois que 1,6 a une image négative, mais que 1,7 a une image positive. Ça veut dire que 1,6 se trouve à gauche de alpha et que 1,7 se trouve à droite de alpha, puisque 1,6 a une image négative, 1,7 a une image positive. Donc je sais déjà que alpha, il est entre 1,6 et 1,7. Ça veut dire que sa valeur approchée à un chiffre après la virgule, c'est soit 1,6, soit 1,7. Mais il va falloir que je choisisse. Pour choisir, il faudrait que je connaisse un chiffre en plus après la virgule. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire à nouveau un tableur qui démarre à 1,6, qui finit à 1,7 et qui avance à 2 chiffres après la virgule. Donc je retourne sur régler l'intervalle. Voilà. Je vais dire, je veux que ça démarre à 1,6, que ça termine à 1,7. Hop. Et je veux que ça avance avec 2 chiffres après la virgule. Et ça m'affiche ça. Donc je m'aperçois qu'au début, les images sont négatives. J'avance, j'avance, j'avance. Et je m'aperçois qu'entre 1,67 et 1,68, les images sont passées de négatives à positives. Ce qui veut dire que alpha est entre 1,67 et 1,68. Donc ici, en fait, c'est entre 1,67 et 1,68. Alors comment on peut rédiger ça pour donner la sensation au correcteur qu'on a bien fait cette méthode ici de balayage? Eh bien, pour indiquer au correcteur qu'on a fait cette méthode de balayage et pas simplement qu'on a demandé à la calculatrice de nous trouver une valeur approchée, puisque la calculatrice sait faire, hein, on est au courant de ça. Pour montrer que vous avez utilisé une méthode de balayage, eh bien, on va faire ça. On va faire un petit tableau où on va mettre des valeurs de x et des valeurs de p de x, et on va mettre les valeurs importantes, donc frontières, qui nous permettent de conclure, c'est-à-dire, pour x, on va dire qu'en fait, en 1,67, eh bien, c'était encore négatif. Alors, j'écris ce que je lis sur ma calculatrice, moins 0,052. Et pour 1,68, eh bien, la calculatrice disait 0,016. Donc, ça veut dire que, vous voyez, l'image de 1,67 était moins 0,052. L'image de 1,68, c'est 0,016. Donc, ce que je peux dire, c'est que alpha est entre 1,67 et 1,68. Et donc ça va m'aider à dire si la valeur approchée c'est 1,6 ou si la valeur approchée c'est 1,7. Ah oui, si alpha est entre 1,68 et 1,67. Alors je vais effacer ça, je vais faire un petit dessin pour y voir plus clair. Alors voilà, je fais une petite droite des réels. Hein. Donc il y a tous les nombres réels rangés là-dessus. Donc ici j'ai 1,6. Là, j'ai 1,7. Donc là, il y a 1,61, 1,62, 1,63, 64, 1,65, 1,66, 1,67, 1,68. Donc, j'ai trouvé que alpha était entre 1,67 et 1,68. 1,67, c'est là. Et 1,68, c'est là. Donc, j'ai trouvé que alpha, il était dans cette zone-là. Donc, alpha est plus proche de 1,7. Donc, je peux dire que la valeur arrondie de alpha, eh bien, c'est 1,7 si j'arrondis à un chiffre après la virgule. Donc ça n'a pas à apparaître sur votre copie et ça n'a pas à apparaître sur votre copie non plus. Si vous rédigez comme ça, on voit que vous avez utilisé la méthode de balayage et donc ça nous va très bien.
Du coup, eh bien, on va finir cette partie A avec la dernière question de la partie A, qui est déduire des questions 2 et 3, le signe de P sur moins 1, 4. Donc la question 2, puisqu'on me dit déduire, je fais attention. Eh bien, la question 2, c'était le tableau de variation de P. La question 3, c'est l'existence d'un alpha qui a pour image 0. Et donc avec ça, je suis censé pouvoir trouver le signe de P. Alors, j'ai redressé le tableau de variation de P. Puisque, alors il manque encore quelques informations, là c'est 0 et là c'est 1. C'est ce tableau de variation qui va être important pour bien expliquer le signe de la fonction P. On sait que en un certain alpha entre 1 et 4, c'est-à-dire un alpha qui vaut à peu près 1,7, eh bien l'image vaut 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît le seul réel sur l'intervalle moins 1, 4 qui annule la fonction P. Donc ça veut dire que pour le signe de P, il va y avoir un 0 qui va se trouver seulement ici, puisque P ne vaut pas 0 ailleurs sur l'intervalle 1, 4. Donc il n'y a qu'un seul 0. Ensuite, il faut trouver si c'est des signes plus ou des signes moins. Et bien ici, on s'aperçoit que toutes les images sont négatives jusqu'à ce qu'on arrive à x égale alpha. Donc là, on peut conclure que P est négatif. Et une fois que x est supérieur à alpha, eh bien les images, on s'aperçoit avec le tableau de variation qu'elles sont toutes positives. On a donc trouvé que le signe de P, c'est négatif sur moins 1 alpha et positif sur alpha 4. Faire le tableau qui est là suffit pour la rédaction. On peut donc passer à la partie B. Alors la partie B n'est constituée que de 2 questions. La première, c'est, voilà, on a une fonction f qui est définie sur moins 1, 4. Alors observez qu'ici, le moins 1 est exclu, contrairement à la partie précédente où moins 1 était inclus. Et donc on a f qui est définie par l'expression f de x égale 1 moins x sur 1 plus x au cube. On nous demande de montrer que pour tout réel x appartenant à moins 1, 4, f' de x peut s'écrire sous la forme p de x sur 1 plus x au cube au carré. Donc on voit qu'ici, on va retrouver la fonction p qui avait été définie dans la première partie, d'où le nom de étude d'une fonction auxiliaire. Auxiliaire, je rappelle, c'est qui vient en aide à. Donc la fonction p va nous venir en aide pour trouver le signe, très certainement, de la dérivée. Voilà. Donc première chose à montrer, c'est que f' de x peut s'écrire sous cette forme-là. Donc je recopie ce qui définit la fonction f. Donc je peux me poser la question, pourquoi est-ce qu'ici le crochet est ouvert? Tout simplement parce que désormais, on n'a pas un polynôme, on a une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, c'est un polynôme sur un polynôme. Et donc il y a des valeurs qui sont interdites du fait que le polynôme au dénominateur pourrait s'annuler. Et donc effectivement, moins 1 est une valeur interdite, car si vous remplacez x par moins 1 au dénominateur, vous allez trouver 0, ce qui est formellement interdit. Voilà pourquoi ici c'est exclu. Alors pour dériver une telle fonction, eh bien, on va dire qu'elle est dérivable. Une des manières de justifier, si on souhaite justifier, c'est de dire qu'elle fait partie de la famille des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des fonctions qui sont constituées d'un polynôme au numérateur et d'un polynôme au dénominateur. Il se trouve que ces fonctions-là sont toujours dérivables sur leurs ensembles de définition. Donc f est dérivable sur moins 1, 4 en tant que fonction rationnelle, si vous le souhaitez. Sinon, et pour tout x appartenant à moins 1, 4. Donc on pose. Ici, on voit que l'opération principale est une division. On s'aperçoit que la variable est présente au numérateur et au dénominateur. On va donc devoir utiliser la formule qui permet de dériver un quotient de 2 fonctions, u sur v. Donc, on pose u de x égale le numérateur, donc 1 moins x, et v de x égale le dénominateur, c'est-à-dire 1 plus x au cube. Du coup, la dérivée de u, puisque je vais en avoir besoin, puisque la formule qui me permet de dériver u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc j'ai besoin de u' et de v'. La dérivée de 1 moins x, donc je m'aperçois que l'opération principale, c'est une soustraction. Si je dérive 1 qui est une constante, j'obtiens 0. Et si je dérive x, j'obtiens 1. Donc en remettant le moins, ça me donne moins 1.
et v' de x, c'est une somme. Je dérive 1, ça me donne 0, je ne le note pas. Je dérive x au cube, ça me donne 3x au carré. J'applique la formule qui est inscrite ici. Donc pour tout x appartenant à moins 1, 4, f' de x égale, je fais mon trait de fraction, u' fois v, donc moins 1 fois 1 plus x au cube, moins u fois v', donc 1 moins x fois 3x au carré, sur v au carré, donc 1 plus x au cube au carré. Alors là, je suis plutôt content parce que déjà, au dénominateur, j'ai 1 plus x au cube, le tout au carré. Et si j'observe ce qu'on me demandait, eh bien, c'est ça qu'on me demandait. Donc le dénominateur, déjà, je ne vais plus y toucher. Je vais juste m'arranger pour voir si le numérateur vaut bien p de x, c'est-à-dire 2x au cube moins 3x au carré moins 1. Donc on continue le calcul. On obtient moins 1 fois 1, moins 1. Moins 1 fois x au cube, moins x au cube. Ici, moins, attention, hein, parce que mes résultats de mon développement, il va falloir que je leur applique le moins 1 qui est devant. Donc, si je ne fais pas attention au moins, 1 fois 3x au carré, ça donne 3x au carré. Donc avec le moins, ça donne moins 3x au carré. Ensuite, si je ne fais pas attention au moins qui est devant, ça fait moins x fois 3x au carré, ce qui fait moins 3x au cube. Mais comme il y a un moins devant, ça devient plus 3x au cube. Et le dénominateur reste toujours 1 plus x au cube au carré. Ce qui est égal à... Alors là, je vais réduire le numérateur. Donc je vois qu'ici, j'ai 3x au cube moins x au cube. Ça donne donc 2x au cube. Ensuite, les x au carré, j'en ai moins 3. Et moins 1. Le dénominateur est toujours 1 plus x au cube, le tout au carré. Et là, je me rends compte qu'effectivement, 2x au cube moins 3x au carré moins 1, eh bien, il se trouve que c'est l'expression de la fonction p. Donc finalement, je peux dire que c'est égal à p de x sur 1 plus, alors je décale un tout petit peu le tableau pour que vous voyez, 1 plus x au cube, le tout au carré. Et donc ça, c'est f' de x. Voilà qui vient conclure du coup la question, hein, puisque c'était ça que je voulais. C'était montrer que pour tout réel x de l'intervalle moins 1, 4, eh bien f' de x pouvait s'écrire p de x sur 1 plus x au cube, le tout au carré. Ce que je viens de faire. On passe à la toute dernière question qui est étudier les variations de f sur moins 1, 4. Effectivement, on a trouvé l'expression de la dérivée, donc on va étudier le signe de cette dérivée. Donc, je me suis recopié ici l'expression de la dérivée, puisque je vais devoir étudier son signe pour trouver les variations de f. Je n'oublie pas que p de x, j'ai déjà étudié son signe dans la partie A. Donc, je vais faire un tableau de signes suivi d'un tableau de variation pour f, ou alors simplement, si je ne veux pas faire le tableau de variation complet, je vais faire le tableau de signes pour f' et je ferai des phrases pour conclure sur les variations de f. Alors, on est sur l'intervalle moins 1, 4. Moins 1 est une valeur interdite, donc double barre en dessous de moins 1. Ensuite, je vais devoir mettre le signe de p de x. Ensuite, le signe du dénominateur, donc signe de 1 plus x au cube au carré. Et enfin, du coup, le signe de f' de x. Voilà. En dessous, je peux effacer un peu, je ferai des phrases pour dire f est croissante sur tel intervalle, etc. Valeur importante pour le signe de p de x. Je vous ramène à la dernière question de la partie A. On avait vu que p de x, il y avait un nombre alpha qui existait pour qui l'image valait 0. On avait aussi montré que p de x était négatif quand x était inférieur à alpha et positif quand x était supérieur à alpha.
pour le signe de 1 plus x au cube au carré. Alors déjà, on va observer qu'ici, c'est un carré, donc ça veut dire que le résultat, c'est soit toujours strictement positif, soit éventuellement égal à 0. Donc je m'attends à voir des plus et des zéros éventuellement dans cette ligne. Mais il ne va pas y avoir de 0, parce que 1 plus x au cube au carré, pour que ce soit égal à 0, il faut que 1 plus x au cube soit égal à 0. Mais 1 plus x au cube, je vous rappelle, c'était le dénominateur de la fonction f. On avait déjà vu qu'il pouvait valoir 0 que quand x valait moins 1. Et c'est pour ça qu'on avait retiré la valeur moins 1. Donc finalement ici, 1 plus x au cube au carré, c'est toujours strictement positif sur l'intervalle moins 1, 4. Donc au final, on a le signe de f' qui est moins 0, puis plus. Donc, on a le signe de la dérivée, on peut en conclure les variations de la fonction f. Je peux donc dire que f est strictement décroissante sur moins 1 alpha et que f est strictement croissante sur alpha 4. Voilà, on a fini avec ce contrôle. Donc j'espère que vous avez tout compris. Ce n'est pas un contrôle très simple, c'est un contrôle d'un bon niveau de première. Voilà, donc je vous encourage à le refaire, à essayer de le comprendre, à essayer de faire les autres qui sont disponibles en ligne. Je vous rappelle, vous allez sur monbacenmath.fr, vous allez trouver à la rubrique dérivation de la classe de première, vous allez trouver au moins 2 autres sujets de contrôle pour vous entraîner et pour essayer d'éclaircir au maximum ces notions-là. Bon courage et à bientôt!